Bonjour et bienvenue dans Lifestyle, le podcast qui vous parle repiquage, plantation et bouturage. Nous sommes ce soir le jeudi 7 mai 2021 et c'est l'épisode 206 de Lifestyle. Non, malgré l'arrivée du printemps, nous ne parlerons pas de jardinage ce soir, mais bel et bien de Microsoft. Alors, ce soir, pour traiter l'actualité, j'ai le plaisir d'accueillir Cassim qui est là et qui assurait l'éditorial de cet épisode. Salut Cassim. Salut, oui, j'étais en train de me dire qu'on allait faire un petit épisode printanier, on va parler de ce qui pousse du côté de Redmond et de peut-être certains fruits qui malheureusement n'iront pas à maturité, j'ai l'impression, mais ça, je vais pas tout déflorer. C'est ça, il pourrait y avoir le ver dans le fruit. Notre camarade Flobo nous retrouvera la semaine prochaine, normalement pour nous narrer la suite de l'histoire de Microsoft dans la M-Story qu'il prépare depuis plusieurs mois. Nous saluons les camarades Christophe, David et Patrick qui nous écoutent. Cassim, ce soir on a deux dossiers, un premier dossier qui parlera plutôt de Windows, tu es d'accord ? Oui, tout à fait, oui, je suis d'accord. Et un deuxième dossier qui nous parlera plutôt de jeux vidéo au sens large, alors pas que de Xbox, même si on va essayer de rester lié à Xbox. Yep. Ça marche pour toi ? Oui. Allez, je te propose d'attaquer sans plus attendre, hop. Alors cette première partie, c'est la partie Microsoft et Windows avec une nouvelle phénoménale. La mise à jour Incroyable. que l'on attendait tous, Cassim, c'est la mise à jour de Windows 10 en 21H1, c'est-à-dire celle de 2021 du premier trimestre ou semestre même. C'est ça. Et qui est sortie, qui est disponible. Oui, c'est ça. Enfin, le déploiement, oui, voilà, c'est. En fait, j'ai même dit il est disponible. En fait, le déploiement est en train de commencer. Là, c'est pour le mois de mai. Et oui, passionnant. Voilà. C'est ça. Alors, vous pouvez mettre à jour votre ordinateur, mais vous n'aurez pas de belles nouveautés. Non, il y dedans. a vraiment aucune mise à jour. En fait, la mise à jour en elle-même déjà ne comporte que 2 ou 3 nouveautés pour les entreprises. Et la nouveauté que les gens retiendront, c'est probablement la barre de météo et d'actualité, le petit widget qui va s'intégrer à la barre des tâches. Mais c'est pas vraiment une nouveauté de cette mise à jour-là. C'est une nouveauté qui est en cours de déploiement actuellement, mais qui va être activée sur toutes les versions de Windows depuis fin 2019 de mémoire. D'accord. Donc du coup, c'est quelque chose qui arrive un peu en même temps, mais qui n'a pas vraiment de rapport finalement. Mais probablement, on va garder cette association d'esprit voilà, du widget, mais ce sera peut-être la seule nouveauté. Bon, bah voilà, ça fait pas grand-chose. Hein. Non, Cassim, je pense qu'on va devoir attendre la fin de l'année pour une nouvelle mise à jour de Windows 10 qui sera quand même beaucoup plus intéressante, en tout cas sur le plan esthétique et peut-être au niveau du fonctionnement. Alors, Cassim, il me semble qu'on avait parlé d'une nouvelle version de Windows 10 qui arrivait, la version à la base qui devait être pour le Surface Duo, je crois. Non, pas pour le Duo, c'était Neo. pas pour la tablette, le Neo, pardon. C'était pas le Windows 10X ? C'est ça, c'était Windows 10X qui avait... en fait, si on se remémore la conférence de Panos Panay de 2019, c'était juste avant la pandémie. Qui était super intéressante. Qui était très intéressante. Il y avait 3 gros produits qui avaient été annoncés. Ils avaient renouvelé des surfaces, etc. Mais il y avait vraiment 3 gros produits qui avaient été annoncés. Il y avait le Surface Duo sous Android, le Surface Neo, l'ordinateur un peu dans le même genre mais plus grand, quoi. Et Windows 10X qui justement devait animer Surface Neo. Surface Neo n'a jamais vu le jour et on attend toujours Windows 10X pour l'instant. C'est ça. Et en fait, il se trouve que on va peut-être continuer à l'attendre très longtemps, ce Windows 10X, puisque c'est le journaliste Brad Sams qui a révélé ça aujourd'hui, que a priori en interne, ça a été un peu mis de côté, Windows 10X pour l'instant. Donc il devrait ne pas sortir en 2021 et il pourrait même ne jamais sortir. Et c'est pas si surprenant que ça, parce qu'en fait, c'est un OS qui a quand même été malmené depuis son annonce. Alors, et déjà, évidemment, à la base, cet OS, il était clairement conçu pour des machines haut de gamme à 2 écrans, que Microsoft entrevoyait là, comme ça, comme une sorte de renouvellement du PC haut de gamme.
Sauf que le PC haut de gamme, quand il y a une crise économique mondiale qui frappe sévèrement le monde du coup, tes PC haut de gamme à plus de 2000 euros, tu les gardes de côté, quoi. C'est ça, les gens ont d'autres priorités. Et puis surtout, comme tu dis, les gens ont d'autres priorités, c'est-à-dire que du même temps que cette crise économique, il y a surtout eu les périodes de confinement qui ont fait que les gens ont retrouvé un usage du PC beaucoup plus fort. Il y a eu les résultats économiques de Microsoft là encore pour ce trimestre et une nouvelle fois, ils ont encore dépassé, je ne sais plus, peut-être les 130 milliards, je ne sais plus le chiffre. C'est un truc de dingue. J'ai les 130 milliards, je dis n'importe quoi. Mais ils ont en tout cas passé un nouveau cap pour le nombre d'appareils sous Windows 10 qui tournent. 1,3 milliard de machines à peu près. Oui, voilà, c'est ça. Je me suis un peu décalé d'une virgule très légèrement. Voire deux. Mais en tout cas, voilà, il y a eu un renouveau de l'usage PC. Et du coup, ils avaient très rapidement annoncé que Windows 10 X, finalement, ça allait être pour les PC à un seul écran et ça allait plutôt être sur des Chromebook-like, des PC entrée de gamme. Et finalement, même ça a l'air d'être mis de côté, visiblement, d'après Broadsam. Et c'est très plausible. C'est qu'en fait, Microsoft, ils vont tout réattribuer vers le vrai Windows 10. Et je pense que c'est une très bonne idée de leur part. C'est-à-dire que je pense qu'on a compris avec Windows 10S et avec Windows 8, Windows RT, et d'autres tentatives comme ça, que ça ne marche pas. Les gens veulent le vrai Windows. Et c'est le vrai Windows qu'il faut moderniser et qu'il faut vraiment réinvestir et vraiment retravailler lourdement. Et c'est ce Windows-là dans lequel Microsoft devrait mettre tous ses efforts. Et je pense que c'est une bonne idée. Du coup, tout ne sera pas abandonné dans Windows 10 X. Il y a des éléments qui vont être portés justement vers le Windows 10 qu'on connaît. Et probablement que Sun Valley va recevoir justement la mise à jour de fin d'année, là, va intégrer des éléments qui auraient dû normalement être des nouveautés de Windows X. Mais donc voilà, ce que tu nous dis, c'est que notre Sun Valley, dont on parle déjà depuis bien 2-3 mois quand même, qui voit arriver des nouveautés, pour l'instant, on va dire, alors j'allais dire cosmétique, mais c'est quand même pas, c'est pas rendre justice à Microsoft. On a le menu démarrer qui va changer, on a quand même l'organisation par exemple d'Explorer qui devait changer déjà dans Sun Valley, avec une séparation vraiment de la gestion graphique, de la gestion du gestionnaire de tâches et compagnie, donc quelque chose quand même d'un peu plus propre finalement, qui aurait peut-être dû arriver déjà il y a quelques temps. Et on a alors là des petites annonces qui ont été annoncées, qui sont peut-être plus des touches, là, des petites améliorations, des ajustements. C'est le changement de police, par exemple, la police de Windows, alors que toi tu appelles Segoe, moi je l'appelle Segoe, mais bon, on arrive à la même, qui va être modifiée pour correspondre à la nouvelle mouture de Windows 10. Oui, j'ai aucune idée de comment ça se prononce, je dois t'avouer que c'est le genre de truc que je vois toujours écrit, mais que je ne lis jamais, donc du coup, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais oui, c'était... cette police-là, ils vont l'adapter. En fait, ils vont tout simplement faire en sorte qu'elle soit adaptée automatiquement selon si tu es sur un petit écran ou sur un grand écran. Ils expliquent en gros que une police d'écriture, normalement, selon que justement elle va plutôt être affichée sur des petits écrans ou sur des grands affichages, tu vas pas la concevoir de la même façon. Et plutôt que en gros juste dynamiquement essayer de la modifier comme ça un petit peu pour l'adapter, essayer de l'étirer entre guillemets entre le très petit et le très grand, là ils vont plutôt en fait la redessiner légèrement et lui permettre en fait de changer en fonction de la taille. Et en fait, si tu compares, de ce que j'ai compris, je suis pas spécialisé pour les écritures, et si tu compares la version la plus grande de la nouvelle version de Segoe avec la version la plus petite, en fait, c'est pas exactement la même police d'écriture. Justement pour s'adapter, pour qu'elle soit lisible, peu importe la taille. En fait, on peut imaginer une police qui est déclinée en 3 versions, par exemple une version pour les petits écrans type smartphone, une version PC et une version écran géant ou affichage publicitaire, ce genre de truc. C'est ça, qui globalement du coup est la même police, mais en fait a quelques petits ajustements pour être plus optimisé sur les trucs. Et après entre les deux, c'est dynamique, ça se redimensionne un petit peu automatiquement. Ouais, après c'est généré, de toute façon l'image est générée par la machine qui va aller prendre la bonne version de la police en fonction de la résolution d'affichage demandée. Ouais. C'est ça. Okay. Donc on a eu ça, on a eu aussi un petit développeur de Microsoft qui a fait
Une petite bourde, mais très très légère. Il y a eu l'annonce. Il y a eu l'annonce pour les développeurs de la sortie de Rust pour Windows 10, qui est j'imagine un API de développement. Enfin, je suis pas spécialiste. Toujours est-il que dans le billet en fait d'annonce, il y avait une capture d'écran d'un dialogue, tu sais, le bête dialogue Hello World avec le hockey. Oui. Et en fait, il avait des coins arrondis. Et les gens se sont rendus compte. Enflammé pour ça. C'est ça. Les gens s'en sont rendus compte et la capture d'écran a changé. Ce qui, du coup, déjà est un aveu clairement que la capture d'écran devait changer. Et donc, pour reprendre la forme carrée qu'on connaît actuellement des fenêtres. Autrement dit, la grosse rumeur comme quoi Sun Valley devrait notamment mettre en avant des coins arrondis un peu partout pour donner un changement esthétique à Windows 10, visiblement semble se confirmer. Et à mon avis, en fait, en interne chez Microsoft, visiblement, c'est déjà utilisé, quoi. C'est juste, il a fait la capture d'écran sur le PC de dev et pas sur le PC de production. Voilà, erreur de débutant, ça. Oui, classique. Ouais, après, c'est pas... il y a beaucoup de gens qui en ont parlé de cette nouveauté. J'avoue que c'est le genre de truc dont je me fiche royalement, personnellement. Je pense que, pour l'instant, on s'extasie sur pas grand-chose du côté de Sun Valley. C'est-à-dire qu'on a des coins arrondis, des petits éléments, des petits changements esthétiques qui arrivent par-ci, par-là, des polices qui changent, mais rien de majeur pour l'instant. Mais je pense qu'aussi que si Microsoft vraiment met les bouchées doubles et sort des trucs après, là, dans les prochaines builds, il y a quand même moyen pour que tout ceci s'assemble et que l'un dans l'autre, quand tu compares la version qu'on avait à novembre 2020 et à novembre 2021, en admettant que ce soit quand la sortie sort, novembre, ouais. Tu mets les deux côte à côte et là tu dis ah oui, ok, c'est plus exactement le même OS, ou en tout cas t'es une sorte de fracture qui, en l'accompagnant de nouvelles fonctionnalités, d'une refonte du store et tout, peut te dire ah oui, ok, là je veux plus de l'ancien Windows 10, je veux rester sur celui-là, quoi. Après, moi, tu vois, pour l'instant, dans les fonctionnalités que je retiens, c'est la mise à jour d'Explorer. Je me dis que c'est ça qui moi, m'intéresse le plus, d'avoir peut-être un OS encore plus stable. S'ils arrivent à bien séparer les différentes fonctionnalités, on peut peut-être espérer avoir une machine encore plus stable. Et je t'avoue, moi, les coins arrondis, qu'ils soient rendus ou carrés, oui, bien sûr. À partir du moment que la machine est fonctionnelle et je pense que c'est plus, les gens se sont focalisés dessus parce que c'était le signe que ah oui, ça va arriver. Voilà. Et puis pour le côté un peu bourde qui est rigolo, mais oui, le côté bourde. Après voilà, mais ces coins arrondis, on les retrouve un peu partout maintenant. C'est le truc à la mode. Enfin, c'est la tendance du moment. Donc Microsoft y passe aussi comme les autres. C'est ça. Enfin, voilà. Dans les deux petits changements supplémentaires qu'il y a eu dans les builds qui sont intéressants à mentionner, il y a une nouvelle palette d'icônes et c'est enfin des icônes qui dataient de Windows 95 qui sont refaits à jour, notamment le lecteur de disquette et des trucs comme ça. Oui. Donc oui, enfin, quoi. Enfin, désolé, mais notamment parce que c'est quand même des icônes où, quand par malheur tu te retrouves devant elles, elles sont toutes pixelisées parce que évidemment que pour Windows 95, Microsoft n'avait pas prévu qu'on aurait des écrans de 2060 par 1440. C'est clair. Ou même un écran 4K sur ton PC, ça passe pas, quoi. Donc c'est cool, même si là encore c'est du détail. Tout ça c'est de l'esthétique, donc forcément c'est pas des choses qui vont changer ta vie. Mais j'aimerais bien en fait que vraiment il y ait un peu cette passe de tous les vieux trucs là on les vire. Et moi il y a un truc, toi t'as l'explorateur de fichiers, moi il y a un truc qui est pas loin de ça, sur lequel j'aimerais vraiment que Microsoft retravaille et dise ça y est on vire tout, c'est le file picker, c'est-à-dire toutes les options où on te demande d'aller chercher un fichier sur ton PC quand tu fais fichier ouvrir. Sur les logiciels récents il est très bien fait, t'as bien tous tes accès et tout. Mais dès que c'est des logiciels un peu différents, un peu tiers ou un peu trop vieux, c'est pas toujours la même boîte de dialogue. Et des fois, c'est une boîte de dialogue où il faut aller chercher à la main, vraiment dans l'arborescence, le bon dossier. Et en fait, c'est cette différence, c'est même le fait, cette incohérence-là où selon. Ça devrait être la même chose qui est appelée par tous les logiciels, qu'ils soient vieux ou nouveaux. C'est ça. Ouais. Et j'aimerais que Microsoft fasse en sorte de réussir techniquement, je sais pas comment c'est fait derrière, mais j'aimerais que techniquement, ils arrivent à trouver une solution pour que tous les logiciels, même les vieux logiciels, appellent cette nouvelle fenêtre avec tes raccourcis, tes favoris et tout, enfin ton nouvel explorateur, quoi. Mais oui, quand tu as ton accès rapide, tu peux vraiment le gérer finement et tu peux mettre les dossiers que tu utilises le plus souvent là-dedans. Donc ça te permet d'aller très vite là où tu travailles d'habitude.
En plus, tu as les dossiers qui s'ajoutent automatiquement, les 3 dossiers les plus utilisés. Donc, bon. Et sur le Bluetooth, je voulais le mentionner rapidement, oui, qui fait débat. Oui, alors, qui fait des bips trop forts. Microsoft a annoncé donc, qu'il refaisait le Bluetooth là, dans Windows 10. Ils vont apporter quelques changements importants. Moi, il y a un changement du coup que j'apprécie plutôt, c'est le fait que si vous avez l'habitude de connecter un casque Bluetooth sur votre PC, vous avez dû remarquer qu'il était détecté 2 fois. Il y a le mode main libre et le mode stéréo dans la liste des périphériques audio. Donc Cassim, le main libre, c'est normalement uniquement pour la fonction de téléphone. Ça va être de la plus mauvaise qualité. C'est et ça, le mode mais pour stéréo, c'est passer le micro, quoi. Oui, et le mode stéréo, c'est plus pour écouter de la musique, donc vous avez un son qui est meilleur et qui se gère mieux au niveau du volume. Exactement, et plutôt que de vous laisser le choix entre 2 périphériques, et parce que je pense qu'à part nous deux, voilà, personne n'est au courant de savoir la différence entre le mode stéréo et le mode libre, même si tu t'en rends vite compte au niveau des oreilles. Oui. Là, en fait, il va tout simplement t'afficher qu'un seul périphérique, et c'est lui qui va choisir, quand tu démarres Teams et que tu démarres un appel sur Teams, il passe sur le mode main libre. Et quand tu écoutes de la musique sur Spotify et que tu n'as aucun logiciel de communication en cours, il garde le mode stéréo. Et c'est lui qui gère dynamiquement les deux. Bon, j'aimerais bien on sent que c'est juste du maquillage et que derrière, il y a encore 2 modes différents et juste qu'il ne te les affiche plus. Bon, c'est déjà une première étape. J'aimerais bien que, en réalité, derrière, il y ait, que ce soit aussi bien géré que sur iOS ou Android. C'est-à-dire qu'il y ait un seul truc, quoi. Oui, moi, je ne comprends pas ça. À la rigueur, que le mode main libre soit là quand tu as une connexion qui est mauvaise, pour limiter ensuite le flux. Soit. Mais sinon, normalement, tu devrais pas avoir ces 2 modes. Enfin, je vois pas pourquoi tu devrais avoir un son mauvais quand tu es en communication, en vidéoconférence, quoi. Enfin, je sais pas, sur mobile, je trouve que t'as pas ce problème-là, donc je ne sais pas. Et il y a quand même, il y a aussi dans les ajouts, il y a la gestion de l'AAC, donc aussi bienvenue. Bon, c'est pas non plus, ça, c'est le format musical de chez Apple. Hein. Oui, c'est ça, en codec audio, donc c'est bienvenu, mais c'est pas non plus la révolution. Ouais. Et donc on a Florian qui a quelques soucis avec le Bluetooth, enfin qui est légitime, hein, c'est qu'en fait, du coup, le réglage du volume, ils ont annoncé que, si j'ai bien compris, ça se passerait au niveau du casque. Enfin, c'est très mal géré en fait, la nouvelle version, j'ai l'impression. Et le problème, c'est que quand tu règles le volume avec les paramètres Windows, le casque, même si tu règles entre le volume 1 et 2, par exemple, ou entre 2 et 3, etc., t'as le casque qui te fait la notification de changement de volume à plein balle, le bip bip de changement de volume. C'est ça, hein. La notification ne suit pas le volume du casque. Oui. Et ce qui fait que les gens qui ont des problèmes d'audition ou qui ont des oreilles très sensibles, forcément, ça leur détruit les oreilles, j'exagère, hein, mais c'est vraiment hyper désagréable. Donc, c'est bête que cette notification, enfin le son de notification ne soit pas proportionnel au volume que tu mets sur ta machine. Que la notification soit un peu au-dessus du volume de machine, ça se comprend, mais on pourrait imaginer une proportionnalité. Je pense que c'est pas trop difficile à implémenter ce genre de réglage. Oui, clairement. Je pense qu'il faut voir, faut tester avec plusieurs casques aussi pour voir si le comportement change selon les casques, le bruit de notification justement, si certains casques arrivent mieux à s'adapter. Mais bon, c'est bête, lui qui a un Surface Headphones 2. Oui, bien sûr, oui. C'est pas le casque à 10 balles qui vaut pas grand chose. Non, surtout c'est un casque Microsoft, donc il devrait profiter de la meilleure expérience utilisateur, mais ça c'est dingue. Enfin bon. Je crois qu'on a fait le tour sur ce modèle, Cassim. On va attendre les autres nouveautés pour en reparler. Oui, j'espère qu'à la build, on aura une vraie build, justement, avec toutes les nouveautés, comme des fois ils faisaient, d'en rajouter plein d'un coup, quoi. Ouais, ça serait bien, ça. Allez, cette fois-ci, Cassim, tu vas nous parler du store. Alors, on a entendu parler d'une nouveauté sur le store de Microsoft, qui n'est pas le plus utilisé des stores, ça on peut le reconnaître. Hein. Mais je crois que pour faire venir du monde, Microsoft est prêt à certains sacrifices, notamment à baisser ses commissions dans le jeu vidéo. Et avant, comme tout le monde, Microsoft prenait 30% des recettes sur le store, et maintenant Microsoft a décidé de se contenter seulement de 12% et de laisser 88% donc des recettes alors on dit aux éditeurs ou aux développeurs, ou ça dépend des cas. Tu peux dire les deux, comme Alexandrie ou Alexei. C'est les développeurs. Enfin, moi je dirais les développeurs, mais après oui, des fois c'est des éditeurs qui touchent l'argent. Donc. Ouais. Mais toujours est-il, oui, donc que tu l'as très bien dit, les développeurs maintenant vont toucher 88% au lieu de 70%. En fait, c'est tout simplement la répartition 88-12 qu'applique Epic Games sur son Epic Game Store.
mais c'est du coup les deux seuls à faire ce partage. Tout le reste du marché, le standard, c'est toujours le 30-70. Steam, c'est 30-70. iOS et Android, c'est 30-70, etc. Donc c'est toujours comme ça. Mais oui, je pense que tu as très bien dit, c'est pas par gaieté de cœur, c'est pas parce que Microsoft d'un coup a envie de redistribuer l'argent, même si en ce moment aux États-Unis ils se sentent très très à gauche et social. Je pense que c'est plus. Je sais pas si on peut aller jusque là, mais je sais pas si, en tout cas, je ne pense pas que ce soit ça qui dirige Microsoft actuellement. C'est plutôt la volonté, comme tu dis, d'attirer les développeurs. Oui. Avec la nouveauté dont on avait parlé à l'épisode précédent, qui semble d'ailleurs très bien matcher cette annonce de Microsoft, qu'a priori donc, il développerait un tout nouveau store pour Sun Valley, et ce nouveau store normalement devrait permettre aux développeurs de jeux de pouvoir proposer leurs jeux beaucoup plus facilement, sans adaptation, sans faire des UWP, etc. Et donc les deux mis de côté, mis bout à bout, le 8812 et ce nouveau store, ça devrait permettre de convaincre normalement beaucoup plus de développeurs. Alors, tous les jeux ne sortent pas sur l'Epic Game Store, et l'Epic Game Store propose déjà ce 8812, donc ça montre bien que c'est pas non plus aussi simple que ça. Non. Je pense qu'il y a des contrats d'édition et tout derrière qui imposent de changer. Et je pense malgré tout que quand tu veux sortir ton jeu sur le Microsoft Store, ça veut dire que tu t'adaptes un minimum à la liste. Il faut gérer la liste d'amis Xbox, il faut gérer les succès Xbox, etc. Un minimum. C'est pas non, mais c'est pas un gros effort non plus, mais ça demande quelques intégrations dans ton jeu. C'est pas neutre, tu as raison. Je pense que c'est la raison pour laquelle tous les jeux ne sortent pas sur Epic, par exemple. Ouais. Mais avec derrière le Game Pass, où Microsoft va encore aller chercher beaucoup de développeurs et les convaincre de sortir leur jeu, peut-être que ça peut créer un cercle vertueux et ça peut être assez positif. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, quoi qu'il en soit, pour les développeurs qui toucheront plus d'argent à partir du 1er août. Voilà, donc si vous voulez faire profiter de vos sous aux développeurs, attendez le 1er août, comme vient de le dire Cassim, pour acheter vos jeux sur le Xbox Store. Donc cette information, elle ne vaut, Cassim, pour l'instant que sur PC, on est bien d'accord, hein, on est bien sur PC pour l'instant. On n'a pas parlé de Xbox et de console. Oui, je crois qu'on en reparlera plus tard, mais oui, effectivement, c'est que sur PC que ce changement sera appliqué. Voilà, là on est bien sûr Microsoft et Windows 10 PC. Du coup sur Xbox, c'est bien 70-30 sur la console. Voilà. Ok, eh bien Cassim, je pense qu'on a fait le tour de cette partie Windows 10. Je te propose de la refermer et d'ouvrir la boîte Xbox et jeux vidéo. La Xbox. La Xbox, bien sûr, évidemment. Alors, pour cette Xbox, Cassim, on sait que les nouvelles générations de consoles bénéficient du dispositif du FPS Boost, j'ai du mal à le dire, un petit outil qui permet de monter le nombre d'images par seconde des anciens jeux sans aucune modification des développeurs du jeu. Et Microsoft a fait... Alors, est-ce qu'ils ont fait fort ou est-ce qu'ils ont juste testé un paquet de jeux qu'ils ont senti compatibles? En tout cas, la liste des jeux compatibles FPS Boost s'est bien agrandie, Cassim. Et je crois qu'on te disait environ 70 jeux de dispo actuellement. 70 qu'ils ont rajouté là d'un coup. Qu'ils ont rajouté, pardon. Et du coup, la liste au total, j'ai le chiffre sous les yeux, c'est 97 titres compatibles désormais. Allez, 100 jeux. Allez, une centaine de jeux, ce qui est pas mal. Il y a 2 points que je voudrais mentionner rapidement. C'est le fait que d'abord, la série S ne bénéficie pas d'autant de jeux. Il y a certains jeux qui proposent pas de FPS Boost sur Xbox Series S. Donc on sent le différentiel de puissance entre les deux consoles. Enfin, quand tu sais ce qu'il y a dedans, c'est pas étonnant. Voilà. Et d'autre part, tous les jeux n'activent pas par défaut le FPS Boost, et je voulais expliquer rapidement pourquoi. Par exemple, il y a des jeux comme Anthem, ou Assassin's Creed 3 Remastered qui bénéficient de FPS Boost, qui leur permet de passer à 60 images par seconde, mais c'est désactivé par défaut par Microsoft. Alors pourquoi ? Parce que pour bénéficier de ce FPS Boost, Microsoft a décidé de repartir de la version Xbox One S du jeu plutôt que la version Xbox One X. Et du coup, ça se traduit par une baisse de la qualité graphique, de la définition qui peut repasser de la 4K au Full HD, etc. Donc bref, il y a des concessions en fait. Et donc Microsoft, pour pas balancer comme ça les concessions à la figure des gens, désactive par défaut le FPS Boost. Ce qu'il faut retenir, c'est du coup, si le FPS Boost est activé par défaut, vous ne perdez rien. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu tourne de la meilleure façon qu'il puisse tourner, soit parce qu'il n'a jamais eu de version Xbox One X, et donc c'était déjà une version Xbox One à la base,
soit parce que la Xbox Series X arrive à les muscles pour faire à la fois tourner la version Xbox One X du jeu et en plus le passer à 60 ou 120 images par seconde avec FPS Boost. Et donc là, vous perdez rien, vous pouvez le laisser activer, a priori, sauf si vous rencontrez un bug. Dans ce cas-là, il y a une option pour le désactiver, mais a priori, vous pouvez le laisser sans avoir peur. Vous pouvez le laisser activer. À l'inverse, par contre, si vous voyez que le jeu est dans la liste FPS Boost, mais que c'est désactivé, bah voilà, c'est qu'il y a cette concession-là à faire. Si vous avez par exemple un écran 4K, ça va se traduire par une définition qui sera beaucoup moins agréable à l'œil, et donc il faudra faire un choix entre fluidité et qualité graphique. D'accord. Ok. Kassim, question d'un non-possesseur de Xbox de dernière génération. Est-ce que les jeux qui bénéficient du FPS Boost ont une icône particulière quand on les a dans notre liste de jeux, par exemple? Ou pas, comme ceux du Game Pass, ont le logo Game Pass? Alors, ça n'utilise pas cette signalétique-là. Par contre, c'est quand tu lances le jeu. Déjà, il y a un logo au lancement du jeu, tu sais, t'as la sorte d'écran de présentation du jeu. Ouais. Et là, il y aura le logo FPS Boost. Et d'accord. Sinon, quand tu es dans le jeu, en fait, et que dès que tu appuies sur le menu Xbox, il va t'afficher HDR Auto ou pas, et FPS Boost ou pas. D'accord. Donc là aussi, tu vas pouvoir savoir. Et puis, en dernier lieu, tu peux aller regarder dans les options, voir si tu peux le désactiver ou l'activer. Ce qui est pour le jeu en question. Et du coup, s'il ne te propose pas de l'activer, ou qu'il est... C'est qu'il n'y en a pas. C'est qu'il n'y en a pas, quoi. Ok. Tout simplement. Ok. Et puis, je crois que tu avais aussi noté l'arrivée de quelques jeux dans le Game Pass, encore une nouvelle fournée pour le mois de mai qui commence. Oui, en plus, il n'y a pas beaucoup de choses à mentionner. Il y a quand même, pour nous, Français, il y a quand même Steep de Ubisoft, qui est un jeu de snowboard, enfin de sport extrême dans la neige, quoi. Ouais. Et FIFA 2021. Qui arrive via le EA Play, donc c'est le dernier jeu de foot en date. Je pense que ça va faire un carton en Europe. Oui, je pense que c'est le petit ajout intéressant compte tenu de la popularité du jeu. Quand même, c'est quand même un des jeux. Enfin, au-delà du jeu, c'est un des produits culturels les plus vendus chaque année en France. Mais ça m'étonne pas. Mais je pense que ça, c'est un produit qui peut faire venir des gens sur le Game Pass. Je pense que Microsoft France serait bien avisé de faire une publicité autour du fait que FIFA est dispo sur le Game Pass, mais bon. Après, s'ils nous écoutent pas, ils le sauront pas, mais tant pis pour eux. Non, mais voilà. Tu as Dragon Quest Builder 2, donc je recommande, mais ça, je crois qu'on en avait déjà évoqué, parlé il y a 2 semaines. On avait déjà évoqué. Final Fantasy, on s'en fiche un peu. Just Cause 4 aussi. Oui, non, mais c'est des bons titres, mais c'est pas, voilà. Il y a... non, mais c'est... Oui, non, mais je te comprends. Les gens iront le chercher, mais c'est pas, voilà. C'est Final Fantasy X qui était sorti sur PlayStation 2 à l'époque, c'est pas non plus... Ouais, mais ouais. J'ai racheté le 7 en mode... comment il s'appelle, là, le refait, là. Bref, allez, on s'en fout. Tu disais, celui qu'il faut noter en plus. Les deux petits qu'il faut noter, c'est Red Dead Online, qui est le mode online de Red Dead Redemption 2. Du coup, qui est intégré gratuitement. Normalement, il est payant. Voilà, là, il est intégré gratuitement. C'est toujours bon à prendre. Je pense que ça peut faire plaisir à des gens. Et puis, le Psychonauts, qui est alors un jeu de la toute première Xbox, là, qui sera disponible sur console, cloud et PC. Ouais. Qui est intéressant à mentionner parce que ça a été développé par Double Fine, qui a été racheté par Microsoft. Et en fait, Psychonauts 2 s'apprête à sortir. D'ailleurs, il est apparu momentanément par erreur sur le store en préchargement sur le Game Pass avant de redisparaître parce que c'était. Enfin, il est pas. On sait qu'il sort cette année, on sait qu'il sort très bientôt. Microsoft, bon sang. Mais on sait qu'il sort très très bientôt et qu'il est prêt. Mais visiblement, normalement, c'est pas encore là. Je pense qu'il sortira à l'E3. À l'E3, ils vont l'annoncer, voilà, en juin. Ouais. Mais du coup, en attendant, donc, avant Psychonauts 2, il y a le premier épisode qui sort, donc qui est un peu vieux, mais qui apparemment est très fun. Moi, je pense que je vais essayer, même s'il a l'air... il est vieux, quoi, mais peut-être pour se mettre un peu dans le bain de la licence. Moi, ça me fait bien envie. C'est un jeu de plateforme, ambiance complètement psychédélique, où tu explores l'esprit, je crois, de personnes, et donc ça peut être... complètement tout et chaque niveau est vraiment très différent, complètement tourné sur l'esprit d'un personnage. D'accord. Et complètement psychédélique, quoi. Ouais. Un peu comme si tu explorais le rêve de quelqu'un, tu vois. C'est un peu, ça part dans tous les sens, quoi. Ok. Ouais, tu me l'as vendu. Je crois que je vais l'essayer. En plus, ça doit pas être bien gros à télécharger si c'est un jeu de Xbox première génération. Non, oui, clairement.
Ok, merci pour cette partie. Alors, on va laisser de côté pour l'instant la Xbox en tant que telle et on va faire un saut. Alors, c'est du côté de la Californie, si je dis pas de bêtises, avec un dossier qui a pour code, attends, si je le retrouve, DX5523. Et si je vous dis ça, c'est que vous aurez reconnu, bien sûr, le procès entre Apple et Epic. Et alors pourquoi on va vous parler de ça, Cassim? Tout simplement parce que grâce à ce procès entre Apple et Epic, qui a priori ne concerne pas Windows, on a appris des choses sur notamment le monde de Xbox. Oui, exactement. Ouais, il y a donc alors si vous l'avez peut-être pas suivi, je vais très rapidement le resituer. Il y a en gros Fortnite qui s'est fait bannir à l'été dernier de l'App Store d'Apple parce qu'Epic Games a très volontairement publié une mise à jour qui enfreint les règles de l'App Store. S'est donc fait sortir de l'App Store avec son jeu et a du coup porté plainte contre Apple en l'accusant de complètement abuser de sa position sur le marché et d'imposer des règles complètement mauvaises sur l'App Store et voilà, d'être malfaisant en gros, et anticompétitif surtout. Et donc ce procès a ouvert cette semaine. Et ce procès, il touche toute l'industrie du jeu vidéo parce qu'on parle de l'App Store, on parle du jeu vidéo le plus populaire au monde. Et en fait, tant Epic pour prouver tout le côté malfaisant d'Apple que Apple pour prouver que d'une part Epic Games c'est complètement hypocrite parce que par exemple Epic Games n'a pas de problème avec le fait de laisser Fortnite sur les stores de Xbox et de PlayStation et compagnie. Tout ça, l'un dans l'autre, va impliquer justement Microsoft et d'autres acteurs. La série d'avocats d'Apple et de Epic Games a très bien travaillé pendant plusieurs mois pour récolter plein de preuves. Et en fait, les preuves ont été ont été publiées en ligne. Alors apparemment, tout n'aurait peut-être pas dû être publié tel quel en ligne. La juge s'est fait un peu taper sur les doigts par certaines entreprises impliquées qui n'étaient pas super contentes que leurs documents confidentiels soit publié comme ça, même si les documents en question sont raturés un peu partout par censurés, quoi, pour éviter non plus que les parties les plus juteuses soient dévoilées. Surtout ce qui ne concerne pas l'affaire, en réalité. Normalement, il n'y a que les parties qui concernent l'affaire qui devraient être visibles. C'est ça, sauf que ça a été très légèrement censuré, donc il y a des trucs qui ne concernent pas en premier lieu l'affaire, qui sont quand même dévoilés. Et donc on découvre en fait plein de secrets sur l'industrie, plus ou moins des secrets des fois de polichinelle, mais on découvre des choses sur l'industrie. Et puis ça permet vraiment d'avoir une sorte de regard sur les coulisses. Par exemple, on a eu des échanges de mails entre Phil Spencer, le patron de Xbox, et le patron d'Epic Games. Et c'est vraiment des échanges. C'est marrant de découvrir comment des patrons aussi importants échangent par mail de façon directe. Et en fait, moi très naïvement, par exemple, j'imaginais que ça passait forcément à travers des avocats et que jamais tu avais le droit à ce niveau de responsabilité d'envoyer un mail direct à un mec d'une autre entreprise comme ça. Ça dépend ce que tu veux négocier. Enfin, ça dépend ce dont tu veux parler, je pense. Mais voilà, c'était mon avis très naïf. Et en fait, tu te rends compte que, par exemple, le patron d'Epic Games envoie un mail une semaine avant la mise à jour de Fortnite sur l'App Store au patron de Xbox pour lui dire « Prépare-toi à un feu d'artifice, vous allez voir ce qu'on va faire, je pense que tu seras content, vous risquez d'avoir des nouveaux clients sur Xbox. » D'accord. Littéralement, il y a feu d'artifice dans le mail, quoi. Voilà, on apprend aussi que, par exemple, quand PlayStation bloquait le crossplay, donc la possibilité pour les joueurs Xbox et PlayStation de jouer ensemble, ou les joueurs Switch et PlayStation de jouer ensemble, et que déjà Sony bloquait, c'est vraiment Sony qui bloquait ça et qui était les seuls à bloquer. Et puis que Epic a vraiment essayé par maintes et maintes reprises de les convaincre d'accepter de le faire. Crossplay, Notamment, dans le mail de négociation, tu peux lire « Ok, c'est Epic Games qui a écrit ça. Ok, Sony, si vous acceptez de faire le crossplay, on vous laisse vous charger de l'annonce. On peut vous faire passer pour des héros. On peut, il y a strictement marqué dans le mail, on vous fera passer pour des héros si vous acceptez. On tournera la communication en votre faveur. » c'est des négociations un peu comme ça. Mais oui, c'est du marketing. Et donc plus directement sur Microsoft, donc c'est qui est un peu la partie qui nous intéresse, il y a eu plusieurs révélations. Alors la première, les consoles. Les consoles. Et les sous. Les sous, les pépettes. Parce que Microsoft ne révèle pas du tout les
données précises de vente des Xbox depuis plusieurs années et en fait n'a quasiment jamais donné les bénéfices concernant sa branche Xbox. Il fut un temps où il donnait les bénéfices, mais c'était à l'époque où Xbox était intégré à la branche loisirs de Microsoft et donc c'était mêlé à plein de choses. C'était pas que Xbox, c'était Zune et compagnie. Et plus tard, quand Xbox est devenu à part, ils ont arrêté de donner les chiffres, donc on n'a pas les chiffres de bénéfices, etc. On n'a que le chiffre d'affaires. Donc on ne sait pas l'argent que se fait Microsoft. Et Microsoft, du coup, ne se fait pas d'ailleurs. Exactement, puisque Microsoft a admis qu'il n'avait jamais fait de bénéfices sur la vente de Xbox. Alors, là aussi, c'est un secret de polichinelle. J'en avais déjà parlé l'année dernière, on le savait déjà. Les consoles sont vendues à perte. C'est juste que là, du coup, ils ont pu, noir sur blanc, le dire au procès. Et puis, là où Nintendo et PlayStation peuvent des fois redevenir positifs au fil de la génération, quand tu vois, la PlayStation 4 a continué de vendre du 300€, là clairement maintenant elle est plus vendue à perte aujourd'hui. Ils font de l'argent sur la vente de la PlayStation 4 parce qu'ils ont largement rentabilisé la production. Xbox, la Xbox tu la trouves à 100€ et en fait clairement eux ils continuent de la vendre à perte sur toute la durée de vie de la console et évidemment ils se font de l'argent sur la vente des jeux vidéo. De toute façon, les jeux et les services. Ouais. Oui, exactement. Et du coup, ça ne veut pas dire que Xbox est déficitaire, la branche en général, c'est juste la vente de consoles, le hardware physique. Oui, mais c'est un positionnement d'entreprise. Exactement. Et c'est important dans le procès parce que Epic veut essayer de montrer que s'ils n'ont pas de problème avec les 30% de Xbox, c'est parce que ça fait partie du modèle économique de la Xbox et que Xbox te vend la console à perte et se fait de l'argent sur les jeux. Donc les 30% sont légitimes. Là où les 30% d'Apple ne sont pas légitimes, d'après Epic, puisque Apple se fait de l'argent évidemment sur la vente de l'iPhone, en plus de se faire de l'argent sur l'App Store et un peu partout, quoi. Donc voilà. Il y a aussi un mail, ce fameux mail échangé entre le patron d'Epic Games et de Xbox où il dit prépare-toi un feu d'artifice, etc. C'est en réponse à un mail où le patron de Xbox dit désolé, on n'aura pas le temps d'intégrer certains changements que tu m'avais demandé, notamment le passage en gratuit des jeux free-to-play sans demander le Xbox Live Gold. Finalement, on apprend du coup que donc c'était bien prévu à l'avance et c'était déjà dès l'été dernier en fait où ils échangeaient autour de ça. Donc, ça aurait pu arriver 6 mois à l'avance sans problème. C'est ça, bon finalement c'est arrivé que maintenant, mais ça aurait dû normalement arriver plus tôt. Le patron, donc Phil Spencer, le patron de Xbox, il dit tu comprendras facilement qu'en ce moment on est un peu sous l'eau, qu'on a 2 consoles à sortir à la fin de l'année et qu'on a d'autres trucs, enfin on a 1000 trucs à faire en même temps. Il va passer après quoi. C'est ça, et au moment d'écrire le mail en plus c'était le moment où Microsoft venait de signer pour sortir xCloud sur les plateformes de Samsung et venait de se faire sortir de l'App Store d'iOS. xCloud avait été disponible très succinctement et s'était fait sortir de xCloud, de l'App Store. Donc voilà, il était un peu au milieu de tous ces sujets à la fois. Donc, il avait priorisé certaines choses. Mais au détour du mail, quand même, il précise qu'il n'a toujours pas abandonné l'idée de sortir xCloud sur les consoles, les autres consoles, donc autrement dit la PlayStation et la Switch. Donc voilà, on l'apprend noir sur blanc là aussi que c'est pas si étonnant que ça quand on suit près Microsoft, mais figure-toi que beaucoup de gens ont été surpris d'apprendre que Microsoft avait envie de sortir le Xbox Game Pass partout où c'est possible. Franchement, c'est pas étonnant. Enfin, le Game Pass ou le xCloud ? Le xCloud, mais enfin les deux sont un peu liés. Les deux sont liés, mais oui, le xCloud. Ouais, franchement, c'est pas étonnant avec la volonté de Microsoft, surtout depuis l'ère Nadella, où on a quand même une boîte qui vend ses services partout. Et Microsoft, finalement, le cœur du métier de Microsoft, c'est un OS et des services. Oui, non, mais on est bien d'accord que la vente de Xbox, c'est complètement secondaire même dans l'univers Xbox, c'est secondaire. Ils sortiraient pas leurs jeux sur PC s'ils voulaient vendre des Xbox, quoi, tout simplement. Enfin, par exemple. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Après, c'est le comment faire. Est-ce qu'ils peuvent, via un navigateur sur console, streamer les jeux et les faire jouer convenablement ? Ça, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Je sais pas. Non, mais c'est ça. C'est de la négociation. Pour l'instant, le navigateur il n'y a pas de navigateur sur PlayStation et Switch, donc du coup,
pas facilement accessible, donc voilà. Et du coup, ils seraient obligés de passer par les stores respectifs des deux plateformes. Et donc, pour l'instant, bien sûr, les fabricants respectifs veulent pas, tu m'étonnes. veulent pas faire rentrer le loup dans la bergerie. Ah ben, c'est clair. Il y a une petite mention dans ce mail aussi que les journalistes sont pas trop relevés, qui est intéressante. Il mentionne sans trop préciser que donc Phil Spencer a bien retenu l'idée et les discussions qu'ils ont eues avec le patron de Epic Games concernant les stores, l'idée autour du store entitlement. Donc entitlement en anglais, ça veut dire en gros la propriété. C'est quand tu achètes un jeu sur un store, t'es entre guillemets propriétaire de la licence, même si c'est une sorte de location longue durée, peu importe. Ouais. T'es propriétaire de. Et par exemple, quand t'as un double entitlement, ça veut dire que le jeu, tu l'as acheté une fois sur le store du PC et tu y as accès aussi, par exemple, sur le store de la Xbox, tu vois, ce système. Et donc, il évoque qu'ils ont eu des discussions à propos d'un nouvel axe, quelque chose autour de la propriété des jeux sur le store. Il n'y a aucune précision du contenu de l'idée en elle-même, mais je suis curieux de savoir pourquoi le patron de Epic Games et de Xbox en ont discuté. Enfin, est-ce qu'il y a une évolution à venir entre Windows et Epic? Peut-être. Il pourrait, ça pourrait être ça pourrait être une licence entre Xbox et l'Epic Game Store. Enfin, il y a mille choses à imaginer. Il y a vraiment aucune précision, donc on n'en sait rien. Et puis c'était à l'état de discussion, donc ça pourrait en plus ne jamais. Oui, n'aboutir à rien aujourd'hui, ou même déjà être abandonné depuis longtemps. Mais je trouvais ça intéressant. Personne ne l'a trop relevé, mais en même temps parce que on n'a pas d'infos, mais je trouve ça intéressant. Oui, ça vous est possible. Et puis oui, donc il y a eu tout à l'heure t'en parlais du numéro, j'ai oublié le nom, mais la preuve en question là où c'est. Alors attends, je vais te le redire, c'est le DX-5523. D'accord. Parfait. Tu veux le numéro du dossier ou juste le numéro de la preuve? Allez, c'est bon, elle est trop longue. Le greffier. Le numéro de dossier est trop long. Donc on apprend en fait que c'est un document interne de Microsoft sur leur stratégie autour de la distribution des jeux sur leur store au sens large. Et dans le document, on apprend que il y a la répartition justement entre le 70-30% dont on parlait, que ce soit sur PC, pour les applications, pour les jeux, que ce soit Xbox, etc. Et sur ce document, il y a prévu, qui date de début d'année 2021, il y a prévu pour le début de l'année de passer à 88-12% sur PC pour le Windows 10 entre les développeurs et Microsoft, et sur le store Xbox. Donc évidemment, tout le monde a lu ça, tout le monde s'est dit ils l'ont déjà annoncé sur le store PC, donc peut-être qu'ils vont l'annoncer aussi plus tard sur le store Xbox. Non, ils ont tout de suite il y a des responsables de Microsoft du coup qui ont dû s'exprimer sur le sujet pour dire non, c'est pas prévu. Enfin, non, déjà, c'est pas prévu et ça ne se fera pas. Puis c'est vraiment un démenti plutôt ferme, qui laisse pas vraiment de place à peut-être plus tard ou quoi que ce soit. Non, on n'a pas prévu de changer le 70-30% à venir. Ça se comprend, s'ils vendent à perte les machines, tu dis il y a un moment, il faut bien. Enfin, c'est pas des philanthropes, ils sont là pour faire du fric, et s'ils veulent faire du fric, il faut bien qu'ils se fassent des sous quelque part. Exactement, non mais c'est ça, on imagine que c'est ça qui a pris. Je pense qu'ils ont beaucoup réfléchi entre parce que passer à 92%, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est convaincre davantage encore de développeurs, peut-être les développeurs japonais, d'intégrer plus facilement ta plateforme alors qu'ils favorisent naturellement plutôt PlayStation et Switch. Peut-être c'était une des solutions peut-être qu'ils avaient imaginées, ou d'une manière générale pour être bien vu de la part des développeurs et peut-être bénéficier des versions un peu mieux phagocytées sur Xbox que sur PlayStation, parce qu'on sait qu'on va gagner plus d'argent si on vend sur Xbox que sur PlayStation. Oui, c'est vrai. Mais bon, voilà, donc c'est pas prévu pour l'instant. L'idée est intéressante, mais on comprend facilement pourquoi ils ont gardé le 70-30, d'autant que c'est le standard du marché, donc sur ce point-là, ils n'ont pas vraiment de raison de changer a priori pour l'instant, même s'ils sont challengers. Ok. Après ça, on a aussi appris qu'il y avait eu des réflexions par rapport au fait des conditions pour être sur le store, et notamment peut-être il avait été évoqué le fait d'être une application, enfin un jeu qui soit dispo potentiellement sur xCloud pour pouvoir être sur le store. Il y avait des choses comme ça. Oui,
c'est sur le même document, c'est à la page suivante où en fait ils expliquent que y a voilà, c'est lié, qu'il y a la licence ils appellent ça la licence de streaming du jeu. Tu la donnes à Microsoft en fait si tu acceptes le 88-12%. Mais du coup, c'est pas clair si, comme on sait que donc ça ne se fera pas sur console, cette ligne a l'air d'être aussi valable pour le PC, donc c'est pas clair exactement si l'annonce de la semaine dernière concernant le passage à 88-12 pour le store PC cet été intègre ce changement de licence de xCloud ou non. Et en tout cas, l'annonce officielle de Microsoft ne le précisait pas. Et si c'est le cas, en plus, c'est étonnant parce que on parle de jeux qui sortent sur PC. Et donc, a priori, c'est pas des jeux qui sont censés être disponibles sur xCloud. Après, on avait évoqué le fait que normalement, à terme, Microsoft proposera des jeux PC dans le cloud. Oui, tout à fait. Mais normalement, c'est pas non plus c'est pas encore du jour. Donc, après, peut-être qu'ils prennent les devants et qu'ils veulent que, tu vois, rétroactivement, après, dès que ce sera disponible, comme ça, au moins, ils ont déjà une pelletée de jeux qui arrive directement. Ouais. Donc ça on sait pas, mais voilà, il y a cette ligne aussi dans le document qui est intéressante. Et après on arrive à un dernier point, alors plutôt sympathique, qu'on apprend grâce à ce procès, c'est que Microsoft est aussi testeur de jeux vidéo de leur concurrence et qu'ils ont des regards assez sympathiques finalement sur certains jeux qui se font, alors aussi parce que ce sont des bons jeux et des jeux qui sont peut-être d'un nouveau genre on va dire. C'est Xbox qui parle de The Last of Us 2 et notamment qui est un peu dithyrambique. Oui, c'est donc là c'est un autre document qui a l'air d'être une présentation interne faite par la team, l'équipe éditoriale de Xbox, donc vraiment côté jeux vidéo pour le coup. Et on voit qu'il y a c'est l'édition de août 2020, donc t'as l'impression que c'est un peu une sorte de magazine peut-être mensuel, enfin en tout cas un truc interne voilà. Et donc à la page sortie récente à mettre en avant, il y a The Last of Us Part 2, donc il y a un jeu PlayStation développé par Naughty Dog Studio de Sony, donc complètement une exclusivité concurrente, puis pas la plus petite. Et donc on a vraiment deux belles pages de tests, une double page de test avec mention du fait que le jeu a quand même reçu un Metacritic, donc un score par la presse de 94 qui est excellent. Avec plus de 50 notes à 100 sur 100. Donc vraiment, voilà, la presse a extrêmement bien reçu le jeu. Le jeu a très bien marché aussi en termes de vente. Et donc il y a ce test de la part des internes de Microsoft qui note à quel point le jeu déjà arrive à bien mêler narration et gameplay, qu'il y a vraiment, je vais pas tout faire le détail, mais il y a beaucoup de bons points sur les graphismes, etc. Et vraiment les deux points qui mentionnent qui sont très importants, c'est d'abord que d'après eux Naughty Dog a réussi à avoir des choix des fois qui peuvent être diamétralement opposés à ce que le joueur aurait peut-être voulu ou quoi, et les assume dans le jeu, et disons que le jeu a un propos et va jusqu'au bout de ce propos, il y va à fond. Et donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que c'est directement lié, le fait que les gens, et c'est très rare dans le jeu vidéo, le jeu arrive à s'élever au-dessus du jeu vidéo presque, puisque les gens n'en parlent pas comme en disant j'ai bien aimé ou j'ai pas aimé juste parce que le jeu était fun à jouer ou non, mais parce que pour son histoire, pour ses personnages, et en fait les gens se discutent davantage de ce qu'ils ont aimé ou non dans les personnages, dans l'histoire, dans la narration, etc., que dans le jeu vidéo en lui-même, un peu à l'instar d'un film en fait. Oui, mais c'est un jeu vidéo qui devient presque un produit culturel, type un livre, un film que tu critiquerais parce que la manière dont c'est raconté, le propos qui est traité, la manière dont sont construits les personnages, effectivement, ce que tu décris là, c'est plutôt c'est plutôt une description ou une critique qu'on ferait d'un film ou d'un livre. Donc finalement, le jeu vidéo qui gagne encore en noblesse, peut-être en noblesse tout simplement, grâce à des produits comme ça de qualité. C'est ça, et du coup, il y a quand même un paragraphe dans lequel, une phrase dans laquelle, noir sur blanc, ils disent que toutes les équipes n'ont pas ni l'argent ni le talent pour produire des œuvres comme celle-ci. Et ce jeu place à une sorte de nouveau jalon
qu'il faudrait réussir à atteindre avec la prochaine génération de consoles. Donc on sent comme une sorte d'envie, une admiration de la part de la personne qui a testé le jeu, et d'un côté, ils ont mis la barre haute, va falloir y aller, quoi. Après, Microsoft a juste racheté quelques dizaines de studios. Exactement. Donc, et pas des moindres. Oui, tout à fait. Et il y en a plusieurs dont on sent que leur objectif est justement d'aller sur ce terrain du jeu très narratif, au budget très qui va essayer d'aller se caler du côté des films en termes de narration. Mais moi, j'avais bien aimé là sur Xbox et sur PC d'ailleurs, qui était sur les deux. Comment c'était là? C'était le petit là. Qui a une maladie et qui commande les rats là. Comment il s'appelle ce jeu? A Plague Tale. Voilà. Oui. Qui est pas un studio Microsoft du coup. Non. Mais qui m'a fait penser un petit peu à cette description, qui est quand même très narratif. Oui, clairement. Oui, bien sûr. Oui, très. Non, mais clairement, oui, c'est exactement ce genre de jeu qui est très populaire et qui est très moi que je trouve très intéressant. Oui. Oui, des fois c'est juste moi ça me faisait penser un peu au livre dont on est le héros que je faisais étant petit, et finalement c'est ça, tu incarnes le personnage, mais tu l'incarnes limite dans un film, quoi. C'est bourré de cinématiques, tes décisions, t'as pas de vraies décisions que tu peux prendre parce que l'histoire elle va aller dans un sens, donc si tu fais pas au début, tu le feras après, mais voilà, je trouvais ça sympa. Et puis oui, c'est vrai, bien immergent. Oui, clairement, ça mise sur la narration, et sur l'immersion. Ouais. Et dans ce document, du coup, qui concerne la ligne éditoriale de Microsoft, donc il y a pas mal de parties qui sont censurées, notamment des parties concernant ce que Microsoft... donc je rappelle, ça date de l'été dernier. Et il y a dans ce document le planning interne de Microsoft pour l'année à venir, puisque c'est la fin de l'année 2020 plus le début de l'année 2021. Dedans on retrouve des trucs comme Halo Infinite qui doit sortir en novembre 2020. Non. Donc il y a plusieurs, il y a du Call of Duty Black Ops Cold War avec écrit en gros non annoncé. Donc là aussi ça date. Bon, maintenant depuis lui il est sorti pour le coup, donc du coup ce n'est pas une fuite ou quoi. Mais par contre il y en a plein qui sont censurés, ce qui laisse penser qu'il y a plein de jeux en fait qui auraient dû sortir normalement, qui n'ont même pas encore été dévoilés et qui auraient dû déjà en fait être sortis, et qui en fait ont tous ont probablement été repoussés à cause du coronavirus, tout simplement. Oui. Donc il y a une colonne premier trimestre de l'année 2021. Il n'y a plus que 2 lignes qui sont visibles. Tout le reste est censuré. Il n'y a que MLB The Show et Balan Wonderworld qui sont mentionnés et qui sont effectivement sortis. Tout le reste est censuré. Donc, l'industrie du jeu vidéo a eu du mal et a toujours du mal à se faire au Covid. Là, ça s'améliore, mais voilà, on en est encore un peu loin. Ouais. Et un dernier élément dans ce document, toujours sur la ligne éditoriale, il y a plusieurs contrats d'exclusivité qui sont mentionnés, qui ont déjà été présentés par Microsoft, comme Stalker 2 qui doit sortir, justement, qui est censé être prévu pour 2021, et qui doit sortir sur le Game Pass dès son premier jour, et qui a été annoncé comme une exclusivité temporaire pour la Xbox. Et il y a dans ce document confidentiel mentionné qu'il ne serait que exclusif pendant 3 mois sur console, ce qui laisserait entendre donc que potentiellement 3 mois après, le développeur serait en tout cas libre de sortir son jeu sur PlayStation. Alors ça veut pas dire que la version sera prête 3 mois après, mais en tout cas il aurait cette liberté-là. Il est peut-être déjà prête la version. Elle peut être déjà prête, non, mais des fois ça arrive que des fois des contrats d'exclusivité expirent et que le développeur n'en tire pas immédiatement parti pour autant, parce que voilà, mais pour des raisons de développement tout simplement. Oui. Mais oui, c'est clairement possible, et en tout cas le contrat, visiblement d'après Microsoft, donc ça me semble être assez crédible, sauf si ça a été prolongé depuis, ne dure que 3 mois. On a Tetris Effect Connected qui dure 6, dont l'exclusivité durait 6 mois. Et on a le jeu The Gunk, qui est plutôt un jeu indépendant, qui lui est exclusif à perpétuité. Donc je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Je pense qu'il y a quand même, j'imagine qu'il y a quand même une certaine date, ou je ne sais pas, enfin quelque chose qui peut conditionner l'expiration. 70 ans. Mais oui, non, voilà, je ne sais pas, mais
Mais en tout cas, lui, il devrait rester exclusif pendant très longtemps, a priori, quoi. Ok, Cassim. Bon, mais je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ce qui avait été dit dans ce procès Apple contre Epic, finalement, qui ne concernait pas du tout Microsoft à la base, mais... Oui, on aurait pu peut-être. Je pense qu'on en reparlera aussi peut-être dans le prochain épisode du procès plus concrètement, parce que je voulais pas faire trop long sur ce procès-là, mais Microsoft a quand même été appelé à témoigner et a vraiment une partie, plus que n'importe quelle autre entreprise, à part Epic et Apple, est part intégrante en fait dans ce procès, notamment comme on l'a évoqué tout à l'heure, parce que xCloud s'est fait jeter comme un malpropre de l'App Store. Et ça pose un certain nombre de problèmes vis-à-vis de la politique d'Apple, et Epic essaye de s'en servir pour montrer qu'Apple c'est les méchants. Donc peut-être qu'on parlera au moins de cet aspect de xCloud, de ce qui a été dit au procès côté Microsoft en fait, sur le procès en lui-même, quoi. Oui, parce qu'il y a des gens qui font des suivis de ce procès, alors des fois on les retrouve sur Twitter ou ailleurs, mais c'est... Voilà. Des fois c'est comique, des fois c'est pathétique, il y a un peu de tout. Oui, le procès est, pour les gens qui, en particulier les journalistes, mais le procès, si vous comprenez très bien l'anglais, est passionnant à suivre, notamment à travers les live tweets, effectivement, parce que c'est le genre de procès qui est presque, qui est fondateur en termes législatifs, et du coup, il se pose plein de questions. La juge est très au fait des choses, mais fait exprès de poser plein de questions pour vraiment tout bien définir, et notamment... Il y a quand même Apple et Epic qui ont dû définir un jeu vidéo, un jeu AAA, définir... ils ont débattu de savoir si l'iPhone était une console de jeu ou un PC. Voilà, des choses comme ça. Donc il y a plein de petits débats comme ça qui sont... Moi, que je trouve très intéressants et qui sont qui font partie du procès. En tout cas, le procès, on a l'impression de suivre une série télé presque dans des fois le rebondissement un peu. Mais il faudrait effectivement le présenter sous forme de série, ça serait vachement intéressant. Bon, mais Cassim, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations que tu nous as apportées ce soir. On se retrouve, normalement, pour le prochain épisode de Lifestyle Actu, normalement dans 15 jours. Pour la semaine prochaine, on devrait enfin vous présenter le nouvel épisode de la M-Story, qu'on attend depuis peut-être 6 mois. 7 mois, je ne sais pas. Voilà, donc n'hésitez pas... Il arrivera avant Sun Valley. Oui. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Alors, soit sur la page de l'épisode 206, on va pas parler de voiture, Flobo, cette fois-ci, hein. On t'a fait le coup pour la 205. Donc, épisode 206 du site de Lifestyle, ou bien sur la page YouTube de l'épisode 206, toujours. On compte sur vous pour nous laisser vos impressions, poser vos questions et donner vos réactions quant à l'actualité. Allez, à très bientôt, portez-vous bien, et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.